Ah, le deuxième docteur. Sa coupe de cheveux, sa flûte à bec, son air gauche, ses nœuds papillons, ses câlins protecteurs, ses regards effrayés, sa soutane. Attendez, quoi? Je me demande bien ce que le docteur est encore allé faire de l'autre côté du universe. Patrick Troughton a démarré sa carrière en tant qu'acteur de théâtre avant de passer à la télévision et plus occasionnellement au cinéma. Un parcours assez typique mais surtout dense et très varié. Et la télévision aura toujours sa préférence, mais nous aurons sûrement l'occasion un jour de nous attarder sur ce point. Il a joué énormément de second rôles dans des domaines très vastes et était donc un acteur reconnu dans le milieu télévisuel. Il a tout de même eu quelques rôles principaux tels que Robin des Bois dans la série télévisée du même nom et bien sûr Le Docteur entre 1966 et 1969. Malheureusement, de ces deux grands rôles, peu d'images ont été conservées. Si vous regardez la série classique, vous avez sûrement ressenti cette profonde frustration de regarder nombre d'épisodes de ce Docteur ô combien expressif en recon, c'est-à-dire avec le son mais avec des photos snap en guise d'images, les images originales ayant été détruites pour faire de la place. Eh bien, sachez qu'il est arrivé globalement la même chose aux images du Robin Hood de la BBC. Et c'est profondément dommage car Patrick Troughton est un acteur extraordinaire. D'ailleurs, s'il a eu beaucoup de second rôles, c'est plus pour des questions personnelles que par rapport à son talent. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons qu'il a arrêté Doctor Who, ne voulant pas être bloqué dans un rôle trop grand pour le reste de sa carrière et qu'il aurait cantonné un certain type de personnage uniquement. Même s'il a encore interprété énormément de rôles secondaires dans des séries par la suite, l'un de ses derniers rôles au cinéma est celui du père Brennan dans le très célèbre film The Omen. La malédiction en français. The Omen est un film d'horreur américano-britannique de Richard Donner qui a connu immédiatement un très grand succès au box-office. Le film est vite devenu une référence pour les amateurs du genre et a été très souvent cité par d'autres œuvres. C'est bien beau de présenter le film comme étant une sommité des films d'horreur, mais en vrai, ça parle de quoi? Oui bon, de malédiction, ok, mais encore. Robert Thorne, un diplomate américain en poste à Rome, apprend que son fils est mort juste après l'accouchement de sa femme Catherine. Détruit et craignant la réaction de sa femme, très sensible, il accepte d'adopter dans le plus grand secret un bébé dont la mère est morte en couche au même moment que le fils de Thorne, pour le faire passer pour son propre fils. Sa femme ignorant tout de l'affaire. Peu de temps après, Thorne est nommé ambassadeur au Royaume-Uni et y emménage avec Catherine et son fils Damien. Normalement, si vous aimez les films d'horreur, même si vous n'avez pas encore vu ce film, ce nom doit vous donner la chair de poule. Damien, c'est lui là. Lui. Oui, lui. Quand la petite famille arrive au Royaume-Uni, pas mal d'événements très louches, voire flippants, commencent à avoir lieu. Des morts curieuses, des molosses traînant autour de la maison, des apparitions photographiques, et un mystérieux prêtre tentant de mettre en garde Thorne contre Damien. Bien entendu, Thorne trouve que devoir se méfier d'un petit garçon de 5 ans est complètement stupide. Mais laisse tant que ça. The Omen a eu 3 suites ainsi qu'un remake en 2006. Les remakes et les suites sont très fréquents dans le paysage audiovisuel et je vais en parler un petit peu ici, mais de façon succincte et à l'arrache, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bon, en même temps, comme c'est ma vidéo, je suis quand même bien libre de faire ce que je veux. En ce qui concerne les films d'horreur, c'est un phénomène presque systématique, comme si leur fin ouverte dans le seul but de mettre le spectateur mal à l'aise et de prolonger l'expérience horrifique jusqu'au bout était une invitation à poursuivre l'histoire, ou qu'un film d'horreur a pour vocation d'être réadapté régulièrement au goût du jour pour continuer à retourner le spectateur. Il arrive que cela fonctionne, comme c'est le cas pour les différentes versions de Invasion of the Body Snatchers, appelé L'invasion des profanateurs de sépultures en français, un film de science-fiction horrifique de 1956 qui a vu naître ses remakes en 1978, 1993 et, comme je l'ai découvert en préparant cette vidéo, en 2007, un remake que je n'ai donc pas vu, au contraire des deux autres. Dans le cas des Body Snatchers, les remakes ont uniquement gardé le concept de base et l'ont adapté au monde de l'époque. Cela est sûrement dû au fait que ces films, vus en général comme des remakes, sont en réalité des adaptations du même livre, L'invasion des profanateurs de Jack Finney. Les remakes ne sont donc pas totalement inspirés du film de Don Siegel, mais bien du livre à la base de ce film, et donc ne se sont pas basés sur l'interprétation livrée dans le film par Siegel. Un peu comme pour les adaptations de Charlie et la chocolaterie qui n'abordent pas le livre de la même manière, puisque Tim Burton affirme n'avoir jamais vu le film de Mel Stuart. Pour revenir aux Body Snatchers, chaque film utilise donc un concept de base qu'il réimplante dans son époque, et en ça, chaque remake est intéressant. Le but n'est pas juste de faire une version plus récente en plaçant l'action dans un décor actuel, mais bien d'aller jusqu'à modifier certains points de l'intrigue pour en faire véritablement un film ancré dans sa période de réalisation, tout en apportant un autre regard artistique sur l'œuvre première. Je ne rentrerai pas dans les détails car ce n'est pas non plus le but de cette vidéo, mais je vous invite très fortement à aller voir ces films. Je vous ai parlé là d'un cas de remake concluant, car même s'ils sont rares, il est important de savoir que ça existe. Mais bien souvent, les remakes n'apportent rien de neuf à l'œuvre originale, d'autant plus en matière de films d'horreur, et ne servent souvent qu'à réactualiser visuellement un film. J'ai certains exemples
exemples qui me restent en travers de la gorge, comme celui d'Evil Dead par exemple, qui a réussi le pari de transformer un excellent film en simple jumpscare et en retirant tout ce qui faisait son âme. De manière globale, un bon remake est celui qui réactualise, certes, mais surtout qui offre une nouvelle vision de l'œuvre. Souvent plus actuelle, oui, mais surtout différente de l'œuvre originale. Il ne faut donc pas que ce soit un simple repompage, mais bien une œuvre à part entière qui va apporter sa propre créativité. Je sais que certains remakes font débat, comme par exemple celui de Psychose, qui est en réalité un défi technique, reprenant le film original plan par plan, réplique par réplique, mais dans un cadre actualisé. Pour moi, ce n'est pas un bon remake, car il n'apporte rien de nouveau, à part de la couleur qui gâche justement des scènes qui étaient puissantes grâce au noir et blanc, et des émotions moins subtiles. Mais ça reste tout de même un défi technique intéressant. Je n'évoquerai pas les remakes faits par d'autres pays que celui du film original, souvent américain, fait pour adapter une œuvre ancrée dans une culture à un public pas forcément réceptif aux autres cultures, et accessoirement bien souvent pour se faire du fric sur une licence étrangère à succès. Pour ce qui est des suites, c'est toujours très variable. Comme je l'ai dit précédemment, les films d'horreur souvent ouverts peuvent sembler appeler à des suites, sauf que ce n'est pas toujours une bonne idée. Il est vrai que ça s'est révélé être très judicieux pour certains films comme La Nuit des Morts Vivants qui, même s'il est absolument culte de par son côté novateur et qu'il reste très bon, n'est pas le film de zombies le plus palpitant qui soit. Sa suite, Zombie le crépuscule des morts vivants, est un des meilleurs films de zombies jamais créés. Totalement différent de son prédécesseur sur le fond comme sur la forme, et quasiment pas de continuité. D'autres films, par exemple Frankenstein, encore une adaptation tiens, ont su avoir des suites excellentes qui gardaient une continuité scénaristique et restaient plus proches de la forme de son prédécesseur. En contrepartie, d'autres films comme Halloween, un excellent slasher qui a malheureusement subi le syndrome pompe-à-fric par suite à gogo, s'est ramassé des suites passant de bof à médiocre, alors qu'ils ont à la fois tenté de rester fidèles au film original, mais aussi parfois de faire des choses radicalement différentes. Dans tous les cas, Halloween est selon moi l'un des meilleurs arguments pour un bon background pour une suite, c'est bien, avoir de bonnes idées de suite, c'est mieux. Je vais être honnête, je n'ai pas regardé toutes les suites ni le remake de The Omen. Un jour peut-être, mais il fait partie des films qui, selon moi, se suffisent à eux-mêmes et dont l'âme se perd très probablement dans des suites affligeantes. La seule suite que j'ai vue est Damien, qui reprend l'histoire du premier mais élude ce qui en faisait son intérêt, à savoir le suspense, le jeu sur les photographies, le rythme de plus en plus oppressant, pour en faire juste un thriller mou du genou où tout le monde meurt sans réelle raison, comme ça pour le kiff. Vu la qualité du deuxième et la réputation que se traînent le troisième et le quatrième, je me suis abstenue de voir cela. Disons que je n'ai pas vraiment envie de resubir un arrachage de boyau à l'arrêt 4. Mais si je me trompe et que les suites ne sont pas si mauvaises, faites-le moi savoir. Mais j'ai tout de même un indice sur la qualité de The Omen 4. Le coffret officiel que je possède s'appelle The Omen Trilogy. Jamais bon. Un jour, je vous reparlerai peut-être des troisièmes opus maudits. Un sujet passionnant. Mais pour l'instant, je vais essayer de vous donner envie de voir The Omen en 5 points. Un film pilier. Je remarque que je n'ai pas encore précisé que The Omen est un film d'horreur centré sur la religion et qui aborde le thème de l'Antéchrist, un prophète faux et maléfique qui, selon les mythologies chrétiennes et musulmanes, devrait apparaître peu de temps avant l'Apocalypse. En gros, The Omen n'est pas vraiment un film fondateur parmi les films d'horreur traitant de religion, d'Antéchrist ou encore de satanisme. Je dis pas vraiment car même s'il n'est pas le premier, ce genre de film n'est pas apparu longtemps avant The Omen. J'imagine que vous vous doutez bien que ces sujets, quelques années auparavant, étaient encore très touchy, voire même inabordables dans des films destinés à être commercialisés à grande échelle. Depuis la fin des années 60, avec l'avènement du nouvel Hollywood, la fin du code Hays et le chamboulement des règles du cinéma classique hollywoodien, ce genre de film a commencé à apparaître de plus en plus sur nos écrans. En effet, c'est quand même beaucoup plus simple d'approcher un sujet tabou lorsqu'il n'y a pas de code de censure pour nous empêcher de le faire. La malédiction a surfé sur ce début de mode des films d'horreur basés sur la religion. D'excellents films comme Rosemary's Baby de Polanski, un film faisant partie des meilleurs films de tous les temps selon un sondage Paperpot effectué sur 2 des membres de la team, ou encore L'Exorciste de Friedkin avaient déjà commencé à apporter les bases de ce sous-genre. Mais The Omen n'est pas un simple pompage commercial d'un phénomène de mode. Il l'est, soit, mais pas uniquement. The Omen a aidé à installer les codes de ce sous-genre. L'ambiance, le rythme, le traitement de la thématique, ou encore l'attitude des personnages. Si vous aimez ce style de film d'horreur, vous aurez sûrement l'impression d'avoir déjà vu ce film, et ça ne serait pas complètement faux. On pourrait considérer le film cliché, mais ce serait oublier que ce film est un des précurseurs de ce sous-genre, et que les codes qu'il utilise ont servi de base pour d'autres films qui ont suivi. Ce film, même s'il utilise des codes d'autres sous-genres du film d'horreur, doit donc être vu comme un pilier d'un nouveau sous-genre. Le problème de beaucoup de films de ce type est d'avoir été dupliqués un nombre incroyable de fois après avoir connu le succès. Je pourrais faire la même remarque sur des films tels que Massacre à la tronçonneuse ou Halloween pour les slashers, La dernière maison sur la gauche pour les survivals, Saw pour les films de torture, ou même Zombie pour les films de morts vivants. La nuit des morts vivants ayant été moins copiée que sa suite. Ces films ont été copiés et recopiés, mais restent les originaux et doivent être vus comme tels. Si vous ne deviez voir qu'un seul film de ce sous-genre, autant voir l'original. Alors si vous aimez les histoires de mioches diaboliques, regardez L'Exorciste bien entendu, mais allez aussi jeter un œil à The Omen.
Damien. Le cinéma d'horreur, de suspense, de science-fiction ou même fantastique a su créer chez nous certaines émotions bien particulières. Des émotions que l'on ressent même parfois simplement en entendant des noms qu'il a créés ou utilisés. Et pour certains de ces noms, ce sont même de véritables sueurs froides. Loin de moi l'idée de faire une liste exhaustive, sinon on n'a pas fini, mais on compte entre autres parmi eux Norman Bates, Freddy Krueger, Jack Torrance, Chucky, Sadako, Al 9000, Lisa Face, Hannibal Lecter et Damien Thorn. Il va m'être difficile de parler de Damien sans spoiler, alors je vais essayer de rester évasive. Damien est un enfant joyeux, calme, aimant, enfin je crois... Difficile à dire en fait. Le traitement du personnage est très intéressant et évolue tout au long du film. Le plus dingue est que l'acteur qui l'interprète, Harvey Stephens, n'avait que 5 ans au moment du tournage. Les enfants dans les films d'horreur sont bien souvent effroyablement flippants, mais le cas de Damien est plutôt particulier. Il est à la fois absolument adorable et atrocement diabolique. Quand on le regarde, on ne sait pas trop quoi ressentir pour lui, à part peut-être un profond malaise. Curieusement, Harvey Stephens n'a joué que dans 2 autres rôles depuis, incluant une brève apparition dans le remake de 2006 de The Omen. Mais la façon dont il décrocha le rôle de Damien est assez cocasse. Richard Donner demanda au petit bonhomme adorable de 5 ans qui se tenait devant lui de l'attaquer aussi férocement qu'il le pouvait, ce qui transforma Stephens en véritable furie, hurlant et frappant Donner avec rage, et qui ne manqua pas d'envoyer le coup de grâce dans les parties intimes du réalisateur. Oui, je crois que le rôle était vraiment taillé pour lui. Si on ajoute à cela le fait que Donner lui hurlait qu'il n'était qu'un morveux juste avant de tourner pour qu'il soit enragé sur le plateau, on comprend mieux comment ce petit chérubin a réussi à autant marquer les amateurs de films d'horreur. La musique. La musique du film participe énormément à l'ambiance générale, avec entre autres son thème principal, Ave Satani, une psalmodie satanique détournant des phrases communes de la messe latine, Ave Satani étant d'ailleurs une déformation de Ave Maria. La chanson reprend l'idée très présente dans la religion chrétienne de boire le sang et consommer la chair, mais ici celle de Satan. Une chanson très joyeuse en somme. Même si elle comporte des erreurs grammaticales dans son texte, en même temps les déclinaisons latines, c'est la plaie, les paroles ont vraiment été recherchées pour coller au plus proche du thème et de l'idée de faux prophète usurpateur qu'est l'Antéchrist. Le compositeur de la musique, Jerry Goldsmith, a remporté grâce à cette bande originale son seul et unique Oscar, bien qu'il ait été nommé 18 fois aux Academy Awards. De manière globale, il a été nommé un sacré nombre de fois à de nombreuses cérémonies, mais a très peu remporté de prix. Pourtant, Jerry Goldsmith, c'est quand même pas n'importe qui, et d'apprendre qu'il n'a reçu qu'un seul Oscar tout au long de sa carrière, bon, c'est un très bon point pour The Omen, mais ça m'attriste un petit peu. Encore une fois, faire une liste exhaustive serait long et futile, mais Goldsmith est tout de même le compositeur derrière le thème et ou les bandes originales de chefs-d'œuvre tels que La planète des singes, la version de 1968 avec Charlton Heston, Chinatown de Polanski, Basic Instinct de Verhoeven, Total Recall également de Verhoeven, Alien de Ridley Scott, Mulan, oui le Disney et oui sa musique déchire, Poltergeist de Tobe Hooper et aussi Gremlins de Joe Dante, une de mes BO préférées je dois bien l'admettre. Bref, Jerry Goldsmith et la BO de The Omen, c'est pas la gnognotte. La malédiction. Vous avez sûrement entendu parler des films maudits, ces films dont le tournage lui-même semblait être entouré d'une aura mystique et maléfique. Curieusement, il s'agit bien souvent de films d'horreur, ce qui laisse parfois imaginer, comme beaucoup de gens le pensent pour l'Exorciste, que ces malédictions sont inventées de toutes pièces justement pour vendre le côté effrayant et maudit du film. Certains films ont totalement assumé en avoir joué, comme par exemple The Blair Witch Project, qui doit son succès à la fausse com faite autour du film, et qui est totalement cohérente avec son propos. Pour les autres, le mystère est total. Il existe aussi plein de malédictions autour de films d'autres genres, le tristement célèbre Don Quichotte de Terry Gilliam par exemple, avec ses morts de poneys affamés, ses décors détruits, ses bombardements et ses hernies discales. Ou encore le Conquérant de Dick Powell avec ses acteurs exposés à des retombées d'essais nucléaires pendant des semaines. Pour revenir aux films d'horreur maudits, on peut citer la trilogie Poltergeist avec ses morts bizarres et ses ossements humains, ou même Rosemary's Baby, tourné en partie dans l'hôtel devant lequel John Lennon fut tué, et durant le tournage duquel eut lieu le massacre perpétré par la famille de Charles Manson, tuant la femme enceinte de Polanski et 4 de ses amis. The Omen est lui aussi un de ces films maudits. Il n'y a pas à dire, le film porte bien son nom. Personnellement, je compte ça comme un bon point pour le film, car cette malédiction le rend encore plus flippant. Je ne crois pas aux malédictions qui ne sont pour moi que des coïncidences, mais je dois bien avouer que le côté quasiment mystique autour de ce tournage est assez fascinant. Parmi les accidents les plus notables, 3 avions traversant l'Atlantique avec à leur bord des membres de l'équipe ont été frappés par la foudre à quelques heures d'écart. Sur les mêmes thèmes, le producteur Harvey Bernhardt fut loupé de peu par la foudre à Rome, et un avion privé loué par le studio mais annulé au dernier moment pour être donné à d'autres clients s'écrasa au décollage, tuant tout le monde à bord. Mais ce n'est pas tout. L'hôtel où séjournait le producteur exécutif et où l'équipe avait prévu d'aller manger fut bombardé par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. L'un des cascadeurs du film, qui devait être attaqué par les molosses dans une des scènes, fut sérieusement blessé. Un des soigneurs qui a aidé l'équipe sur la scène du zoo s'est fait dévorer peu après par les lions.
Le premier jour du tournage, plusieurs membres de l'équipe eurent un accident de voiture et par chance, aucun ne fut blessé. Et la malédiction ne s'arrête pas au tournage du film. Le fils de Gregory Peck, l'acteur principal, s'est suicidé peu avant le tournage. Et en 2008, un homme fut tué de la même manière que l'un des personnages du film, au même endroit que ce personnage. Et pour finir, la meilleure partie de la malédiction. Le vendredi 13 août 1976, le spécialiste des effets spéciaux du film, John Richardson, et son assistante Liz Moore, alors qu'ils travaillaient sur le film A Bridge Too Far aux Pays-Bas, eurent un grave accident de la route. John Richardson survécut, mais Liz Moore fut tuée sur le champ exactement de la même manière que l'un des personnages du film. Richardson réussit à sortir et raconte qu'il vit juste à côté de la voiture un panneau signalétique indiquant à 66,6 km la ville de Omen. L'accident est absolument ignoble, je vous invite d'ailleurs à faire quelques recherches à son sujet après avoir vu le film, si vous avez envie d'avoir quelques sueurs froides. Patrick Troughton en soutane. Je dirais même plus, Patrick Troughton en soutane qui dégarpille comme le docteur. C'est super perturbant. Bon, je suis sûre qu'après David Tennant en étoile, vous vous attendiez à Patrick Troughton en soutane. On est sur une chaîne Doctor Who quand même. Forcément, quand on est Whovian, on voit Patrick Troughton à travers un rôle précis, doux, drôle, bienveillant. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pour cela qu'il ne souhaitait pas garder le rôle du docteur plus de 3 ans. Du coup, je vais être franche, le voir bondir vers la caméra dans un état hystérique m'a bien foutu les jetons. De plus, le père Brennan n'est certes pas un personnage principal, mais il a une importance cruciale dans le déroulé de l'histoire, et il n'est vraiment pas rassurant. Alors en tant que Whovian, et surtout si vous aimez le deuxième Docteur, en même temps comment ne pas l'aimer, regardez The Omen ne serait-ce que pour lui, et aussi pour détruire votre petit cœur de fan. The Omen, comme vous vous en doutez, n'est donc pas adapté pour tout le monde. Outre le fait qu'il ne plairait pas trop aux âmes sensibles, et qu'il va bien traumatiser les cynophobiques comme moi, il ne plaira probablement pas non plus aux amateurs de jumpscares et de sensations fortes, jouant plutôt sur des notes plus psychologiques et angoissantes qu'effrayantes. L'inconvénient selon moi de beaucoup de films d'horreur actuels est de vouloir faire passer en premier la peur et la surprise, tout ça pour faire sursauter le spectateur. De manière tout à fait logique, beaucoup de spectateurs de films d'horreur récents ont du coup beaucoup de mal à se plonger dans des films plus anciens. C'est normal, ils n'y sont pas habitués, le rythme est généralement différent, beaucoup plus lent, avec une histoire beaucoup plus importante que dans certains films récents, et beaucoup moins de place laissée à la surprise, ce qui peut donner une impression un peu ennuyante. Personnellement, j'ai les jumpscares en horreur, et je préfère les films d'horreur plus psychologiques ou penchant plus vers le suspense. C'est d'ailleurs pour cela que Psychose est incontestablement, selon mes critères, l'un des meilleurs films de tous les temps. Aucun spectateur n'attend la même chose d'un film et nous avons chacun notre manière d'appréhender le cinéma. Je comprends tout à fait que des films comme The Omen, Psychose ou The Blair Witch Project ne peuvent pas plaire à tout le monde, tout comme moi je n'aime pas les films comme Paranormal Activity ou Annabelle. Toujours est-il que si vous vous intéressez au cinéma d'horreur de façon plus approfondie, son statut de film culte fait de The Omen un incontournable. Une nouvelle suite est prévue pour 2016 sous la forme d'une série nommée Damien. D'après ce que j'en ai compris, il va s'agir de la suite du film original, éludant donc les autres suites cinématographiques, y compris le deuxième opus qui se nomme lui aussi Damien. Pour être tout à fait honnête, les bandes annonces de cette série me donnent bien plus envie que celles des suites. Affaire à suivre donc. Mais vous êtes prévenus. Si quelque chose d'effrayant vous arrive aujourd'hui, pensez-y, c'est peut-être la malédiction.